Chers collègues du CDSAI, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui va s'intéresser à une question cruciale: que faire après une évaluation diagnostique? On y va tout de suite avec un premier exemple. Le premier exemple dont nous allons parler aujourd'hui est un exemple d'une évaluation diagnostique sur la place des pronoms à l'impératif. Évidemment, avant de commencer une séquence sur la place des pronoms à l'impératif, je dois m'intéresser à une question cruciale. Mes élèves savent-ils, oui ou non, conjuguer les verbes réguliers et irréguliers à l'impératif? Car vous le comprenez bien, rien ne sert d'aborder la question des pronoms par rapport au mode impératif si mes élèves ne savent pas encore conjuguer les différents verbes à ce mode-là. Donc, jetons un coup d'œil à notre diagnostic. Chers collègues, comme vous pouvez le constater d'emblée, cette évaluation diagnostique a été réalisée par le biais d'une application qu'on nomme Kahoot. Elle était composée de 15 questions et vous aurez pu très bien la faire sur du papier ou par le biais d'une autre application. Cela ne joue aucun rôle ici. Ce qui joue en revanche un rôle, c'est le seuil que j'ai fixé. Personnellement, j'ai fixé le seuil au niveau des 2/3 de bonnes réponses. On aurait pu fixer le seuil évidemment un peu plus élevé et demander à ce que les élèves réussissent à avoir au moins 80% ou 90% de bonnes réponses. Mais on aurait pu très bien aussi le fixer un peu plus bas et le fixer à 50% de bonnes réponses. Ce sont des chiffres arbitraires que vous allez vous-même définir selon l'évaluation diagnostique que vous allez réaliser. Comme vous pouvez le constater ici, parmi les 22 élèves qui ont participé à ce diagnostic, il y avait quelques absences ce jour-là, 5 élèves n'ont pas atteint la barre des 2/3 de bonnes réponses. Et maintenant, la question se pose: que vais-je faire suite à cette évaluation diagnostique? Pour ma part, j'ai décidé de faire une remédiation ciblée destinée aux 5 élèves qui étaient concernés. Je vais également essayer d'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. On y va. Eh bien, pourquoi alors avoir fait ce choix de faire donc une rémédiation et non pas une répétition générale pour toute la classe? À partir de l'évaluation diagnostique, j'ai pu en effet établir qu'une grande majorité de ma classe maîtrisait la conjugaison pour ce qui est du mode impératif. Pourquoi alors forcer tous les élèves à faire une répétition? J'ai donc choisi 5 élèves et j'ai proposé des exercices individuels. Évidemment, Internet en ce moment est une ressource importante qui facilite la mise en place de remédiation comme celle-ci. On y trouve facilement des exercices autocorrectifs, on y trouve facilement des capsules explicatives ainsi que des ressources écrites. J'ai donc préféré utiliser ce genre de méthode. D'un autre point de vue, si on regarde les points de vue négatifs, évidemment, il faut également s'assurer que les élèves en question fassent les exercices supplémentaires et complètent leur rémédiation. Peut-être faut-il associer les parents, les tuteurs s'il y en a dans l'école dans laquelle vous travaillez, et véritablement s'engager dans un suivi de certains élèves, sans pour autant les stigmatiser. Il faut bien utiliser ici les mots « besoin » et ne pas tomber dans une espèce d'approche manichéenne de faible et fort. Évidemment, une autre critique qu'on pourrait faire à ce genre de remédiation est la suivante. Mais pourquoi avoir simplement offert ces exercices à ces élèves-là? Évidemment, on aurait pu ouvrir le spectre et les proposer de manière facultative aussi aux élèves qui avaient, par exemple, seulement 10 bonnes réponses et qui avaient tout juste réussi l'évaluation diagnostique. Voyons un deuxième exemple. L'évaluation diagnostique suivante s'intéresse à plusieurs points. Tout d'abord, nous sommes intéressés à la question des adverbes. Ensuite,
Un autre savoir qui était abordé dans cette séquence était la question du futur simple. Et finalement, puisque je voulais aborder aussi quelques textes inconnus et la compréhension de l'écrit, je voulais savoir ce que les élèves entendaient par le fait de répondre librement à une question de compréhension. Analysons un tout petit peu le diagnostic. On y va. Chers collègues, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce résultat même s'ils ne sont pas très lisibles, mais j'ai déjà fait l'analyse pour vous. Et regardez ce que j'ai constaté, c'est que les élèves 4, 10, 11, 15, 16, 20 et 21 avaient beaucoup de difficultés avec les adverbes. Manifestement, ces élèves-là étaient donc en difficulté par rapport à ce point grammatical, et en particulier les élèves 15 et 16 s'étaient vraiment trompés. On pourrait même se poser la question si au cours des années précédentes, ce point avait été abordé avec ces élèves. Si on a donc une vue plutôt manichéenne de la chose, on aurait tendance à dire que ces élèves-là sont les élèves faibles de la classe, puisqu'ils ont commis le plus d'erreurs par rapport à ce point. Mais c'est là que le diagnostic et l'évaluation diagnostique en général est intéressante. Regardez le nouveau slide qui va s'afficher ici. Si je regarde la question du futur simple, eh bien, il y a beaucoup d'autres élèves qui avaient des difficultés à cet égard, mais pas les élèves 15 et 16. Non, ce sont les élèves qui ont écrit le moins d'erreurs pour ce qui est du futur simple. Donc, c'est pour cela qu'en évaluation diagnostique et de manière générale en différenciation pédagogique, on parlera de groupe de besoins. Comme vous pouvez le constater, les élèves 15 et 16 avaient des difficultés par rapport aux adverbes. Ils auront donc besoin d'aide par rapport aux adverbes, mais pas du tout pour ce qui est du futur simple. Non, ils sont carrément des spécialistes à cet égard-là. Peut-être que le collègue qui avait travaillé avec ces élèves-là juste avant que je reprenne la classe avait justement mis l'accent sur ce point précis. Par le biais de cet exemple, il m'arrive aussi de démontrer la chose suivante. Les termes de fort et faible sont des termes trop vagues et parfois stigmatisants dans le contexte scolaire. Et ils ne signifient pas grand-chose, puisque celui qui peut être fort dans un domaine peut être faible dans un autre, et le contraire est tout aussi valable. Il importe plutôt de travailler en utilisant une évaluation diagnostique ciblée et de créer des groupes de besoins. Car selon l'approche ou la thématique que l'on aborde, les mêmes élèves peuvent être, comme ici, l'élève 15 et 16, des élèves soit forts, soit faibles. Donc je reprends ici exprès ces termes pour vous montrer à quel point ils peuvent être ambigus dans un contexte scolaire. Mais alors, que faire avec cette classe suite à l'analyse de ces résultats? Car ça, c'est le sujet de notre capsule aujourd'hui. Alors, puisque tu es attentif, tu te dis « Ah, elle a sûrement refait une remédiation. » Non, cette fois-ci, je n'ai pas refait une remédiation parce que individualiser de telle manière aurait été vraiment individualisé à outrance et ça, c'est vraiment chronophage et je le déconseille à tous les collègues qui m'interrogent à l'égard de l'évaluation diagnostique et ce qu'on peut faire par la suite. Ici, j'ai proposé une autre méthode. En effet, j'ai regroupé les élèves en groupes de 3 et dans chaque groupe, il y avait au moins un spécialiste par rapport aux adverbes et un spécialiste par rapport au futur simple. De cette manière, la coopération entre élèves était là pour compenser les difficultés des uns ou des autres. En travaillant de cette manière, nous pouvons mettre en avant l'utilité de travailler en petits groupes tout en indiquant au début de la séquence que ce serait limité un certain temps et que ces regroupements avaient un sens précis, c'est-à-dire de dégager des spécialistes dans chaque groupe qui seraient responsables ou responsabilisés par rapport à un exercice précis et cela devait être naturellement clarifié. Le travail restait quand même important, mais l'aide en classe était quand même conséquente. Alors, chers collègues, tu as sûrement fait attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y avait une troisième partie dans le diagnostic qui s'intéressait à la manière de répondre, sans évidemment copier du texte, à une question de compréhension. Et qu'ai-je reçu? Eh bien, une panoplie de stratégies d'apprentissage. Pas vraiment facile à analyser. Et d'ailleurs, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse ici.
Parfois, lorsque on analyse les résultats d'un diagnostic, on peut se tromper. On peut avoir des résultats qui ne sont pas interprétables. Eh bien, l'erreur étant humaine, ce n'est pas un problème. Il importe de réfléchir à sa pratique et de comment y travailler. Et parfois, on peut s'égarer, même lorsqu'on est enseignant. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je me suis égaré moi aussi ici. Mais j'ai profité de l'occasion pour saisir quelques stratégies d'apprentissage intéressantes et j'ai inclus dans ma séquence un petit cours magistral au cours duquel j'ai présenté les stratégies d'apprentissage que les élèves avaient repérées. Les voici en résumé. Alors, chers collègues, mes élèves à ce moment-là ont dégagé 3 stratégies essentielles que nous avons élaborées ensemble en grand groupe. La première étant la suivante, c'est de prendre une partie du texte et de changer quelques tournures pour que ça ne ressemble plus tellement au texte original. La deuxième était de repérer la réponse dans le texte, de la lire plusieurs fois puis de fermer le manuel et ensuite de la rédiger tout en ayant peut-être oublié certains passages et en se sentant obligé de les réécrire à sa manière. Et troisièmement, c'était d'utiliser un site de synonymes. Il s'agissait ici d'une classe qui utilisait la tablette de manière régulière et donc cette troisième stratégie était possible. Donc, même si le diagnostic n'avait pas très bien fonctionné, j'ai pu quand même injecter ces informations dans mon cours magistral pour que les élèves apprennent à connaître d'autres stratégies. Pour certains, c'était des stratégies connues, pour d'autres, peut-être des stratégies qu'ils ou elles n'utilisaient pas encore de manière régulière. Alors, chers collègues, c'est la fin de cette capsule. Évidemment, l'évaluation diagnostique n'est pas une science exacte. Il s'agit plutôt d'une manière d'interpréter. Alors, chers collègues, c'est la fin de cette capsule. Évidemment, l'évaluation diagnostique n'est pas une science exacte. Vous le savez comme moi, d'ailleurs, enseigner n'est pas une science exacte. Nous interprétons régulièrement des résultats, des données, des erreurs pour faire avancer nos élèves. Et c'est la même chose lorsque nous proposons des évaluations diagnostiques en amont d'une séquence pour justement réajuster notre manière d'enseigner. Puisque ce n'est pas une science exacte, elle nous permet quand même d'injecter un peu plus d'objectivité dans ce que nous percevons de manière générale. Et c'est une des raisons pour laquelle je vous invite à tenter l'expérience, à faire des évaluations diagnostiques et puis à réfléchir à comment interpréter de manière opérationnelle sur le terrain avec vos élèves ces résultats. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.